Bonjour à tous, c'est Tyler Murder, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je tiens encore une fois à m'excuser pour l'irrégularité de mes vidéos. Je sais que je poste un peu quand je veux, je m'en excuse. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui de poster une vidéo tous les vendredis à 19 h. Peut-être que on montera 2 vidéos par semaine, on verra bien. Mais en attendant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo à vous. C'est le tueur en série le plus intelligent, le plus malin, celui qui a tué le plus de victimes. Et même après avoir tué des centaines de personnes, il n'aurait pas dû être arrêté. Si seulement il n'avait pas fait une minuscule erreur, une petite erreur tellement bête qui allait causer sa perte. Nous sommes en 1980 dans la ville de Todmorden en Angleterre, petit village anglais typique où tout va bien et où tout le monde se connaît. À Todmorden, il y a un homme qui est particulièrement aimé dans ce village, c'est le docteur Monsieur Harold Shipman. Ce docteur, c'est l'homme qu'on appelle dès qu'on commence à tousser, au moindre mal de dos ou juste qu'on a besoin d'un peu de réconfort. Le docteur Harold Shipman, il s'occupe de tout le monde, mais surtout des personnes âgées. Harold Shipman, il est là depuis des années. Toujours poli, toujours à l'heure, toujours très professionnel. Il s'occupe des anciens, des mamans, des enfants. Il fait très souvent des visites à domicile où il prend le temps de parler avec ses patients. C'est un homme qui inspire la confiance et c'est cette confiance absolue qu'ont les gens envers les médecins qui va lui permettre de tuer 215 de ses patients. Ce médecin en qui tout le monde avait une confiance aveugle était en réalité le pire tueur en série de l'histoire du Royaume-Uni. Et sûrement, certainement à 100%, l'un des plus grands tueurs en série de tous les temps en termes de nombre de victimes. Mais avant de voir comment et pourquoi ce médecin y tuait ses patients, essayons de voir les origines de cet homme intelligent et discret. Avant d'être le tueur le plus redouté d'Angleterre, Harold Shipman, c'était un enfant, un petit garçon de Nottingham né dans une famille de classe moyenne le 14 janvier 1946. Un enfant comme les autres? Pas vraiment. Harold Shipman, il se distingue par quelque chose, son intelligence. Il est très intelligent, brillant à l'école, toujours premier de la classe, toujours bien habillé, toujours poli. C'est un enfant presque trop parfait et cette perfection, elle vient pas de nulle part. Elle a un nom. Vera Shipman, sa mère. Vera Shipman, c'est le genre de mère ultra protectrice, étouffante. Elle contrôle toute la vie de son fils Harold Shipman, ce qu'il mange, ce qu'il lit, avec qui il parle, comment il s'habille. Et pendant sa jeunesse, Harold Shipman, il n'a pas vraiment d'amis. C'est pas par hasard. Sa mère veut qu'il reste à la maison, qu'il se concentre sur ses études et qu'il devienne entre guillemets quelqu'un d'important. Et le petit Harold, il écoute, il obéit, il veut rendre sa mère fière et c'est presque une obsession chez lui. Sauf que la vie, elle est terrible, la vie, elle est injuste parce que quand Harold Shipman, il a 17 ans, sa mère, elle tombe malade, un cancer des poumons qui va la détruire petit à petit. Et Harold, qui voyait en sa mère une figure d'autorité toute puissante, qui guidait toute sa vie, qui guidait tous ses gestes, tu t'habilles comme si tu vas manger ça, non, tu parles pas avec lui, bah, il voit cette figure d'autorité petit à petit, bah, malheureusement s'affaiblir, perdre du poids, perdre ses cheveux, jusqu'au jour où Harold Shipman, il voit sa mère mourir. Et ça a dû être extrêmement dur pour lui. Parce que c'est pas sa mère qui l'a perdu, c'est le pilier de sa vie qui s'est écroulé à ce moment-là. À la mort de sa mère, il est totalement bouleversé, mais il n'est pas aussi bouleversé qu'on l'imagine parce que la mort de sa mère, ça va lui donner une autre raison de vivre. Officiellement, il se dit « je vais devenir médecin pour sauver des vies ». Sauf que quand on connaît la suite, on peut se dire que c'était peut-être pour autre chose aussi. En tout cas, il entre à la Leeds School of Medicine. Il étudie avec passion, il est appliqué, il est méticuleux, mais il est aussi distant, froid, il a du mal à se faire des amis, les autres étudiants ils le trouvent un peu bizarre, il est un peu rigide, peut-être dû à son éducation de quand il était enfant. En tout cas, il ne sort pas, il parle pas trop, il se mêle pas aux autres et il est un peu dans son monde. À l'université, il va quand même réussir à rencontrer une jeune fille qui va s'appeler Primrose. Primrose, c'est une jeune fille assez timide comme lui, assez douce, qui va devenir sa femme, et ils se marient rapidement ensemble. Primrose, elle croit en lui, elle le soutient, elle le suit dans tout ce qu'il entreprend, et quand elle regarde Harold Shipman, elle voit un homme brillant, futur docteur, un père de famille, calme, réservé, poli, jusqu'au jour où il va commencer à tuer. Quand on pense à un médecin de campagne, on imagine souvent un monsieur un peu rond, bienveillant, avec des lunettes, qui connaît les prénoms de tous ses patients, qui vient les voir quand ils ont de la fièvre, qui prend du temps, qui les rassure, et c'est exactement
l'image qu'Harold Shipman a donnée. Et en disant ça, ça me fait penser à La Petite Maison dans la Prairie. Je sais pas si vous avez la référence, mais ce médecin un peu ancien qui vient avec une petite mallette en cuir, c'était Harold Shipman. Pendant des années, il a été le docteur préféré de toute sa ville. Il a commencé sa carrière de médecin dans les années 1970 à Todmorden, puis il s'est installé dans la ville d'Hyde, près de Manchester. Là-bas, il est respecté, il est même adoré par les habitants parce que c'est pas un médecin flashy, il est plutôt réservé, sérieux. Il est toujours là quand on l'appelle, il fait ses tournées, il prend le temps, il est disponible et ses patients qui sont majoritairement des personnes âgées, elles l'adorent parce que c'est pas un médecin arrogant qui expédie au plus vite la consultation. Non, Harold Shipman, il s'intéresse à eux, il discute avec eux, il prend le temps, il inspire la confiance. C'est un médecin qui va à l'encontre de cette nouvelle époque où on a l'impression d'être un numéro quand on va chez le médecin. Quand on est malade, le médecin il nous donne 2 ou 3 médicaments et il n'a pas le temps, il y a trop de monde. Harold Shipman, c'était pas ça. Mais c'est incroyable de se dire aussi que son objectif en vérité c'était de récupérer le maximum d'informations sur les personnes âgées pour mieux les tuer. En tout cas, à partir de 1984, quand Harold Shipman il ouvre son propre cabinet, c'est fini les collègues, fini les chefs. Avec son cabinet médical, il devient son propre patron. Et là, il a un contrôle absolu sur les rendez-vous, les prescriptions, les certificats de décès, les signatures, et il ne va pas hésiter à abuser de ses nouveaux pouvoirs. En quelques années de pratique déjà, il y a quelque chose d'assez étrange. Harold Shipman, il va déclarer jusqu'à 10 fois plus de décès que ses confrères dans la même ville. 10 fois plus. Mais c'est pas ça qui va faire réagir les gens. Les autorités, quand elles vont voir que lui il déclare 50 décès quand les autres en déclarent 5, ils vont se dire que c'est une coïncidence. Harold Shipman, il a des patients qui sont peut-être plus âgés que les autres médecins, donc c'est peut-être normal, ou tout simplement que c'est juste un médecin malchanceux. Mais en réalité, rien n'est dû au hasard. Le docteur Shipman, il tue volontairement ses patients et vous allez voir qu'il est très organisé. Le docteur Shipman, il vise des patients vulnérables, isolés. Souvent des femmes âgées qui vivent seules, qui n'ont pas trop de famille. Et c'est lors de ses visites, lorsqu'il discute avec elles, qu'il prend ces informations-là. Plus la personne âgée se confie sur sa vie, et plus Harold Shipman, il mémorise et il a des informations pour mieux la tuer. Dans le plus grand des silences, toutes ces personnes âgées qui se sont confiées au docteur en se plaignant par exemple que leurs enfants ne venaient pas assez les voir, qu'elles se sentaient seules, Harold Shipman il en profitait pour les cibler, pour les tuer les premières. Et peut-être pour être pragmatique, aujourd'hui si on prend le nombre de personnes âgées qui sont en EHPAD, qui ne reçoivent aucune visite, aucun appel, si demain ces mêmes personnes âgées meurent, qui va s'en soucier? C'est pour ça qu'Harold Shipman il ciblait en particulier ces personnes-là. Il avait compris la nature humaine. Cette femme-là, si elle meurt, il n'y a personne qui va s'interroger sur les causes de son décès. En France, on dit loin des yeux, près du cœur. Mais ça, c'est pour peut-être se donner bonne conscience, parce qu'on ne met pas sa mère en EHPAD en disant loin des yeux, près du cœur. Car si tu l'aimais vraiment, tu viendrais plus souvent la voir. Fin de la parenthèse. Pour tuer ses victimes, Harold Shipman y profitait de 2 occasions. Soit il rendait visite à l'improviste à ses patientes, sans les prévenir, en toquant, en disant bonjour, je suis le docteur, vous allez bien, je viens vous passer un petit contrôle, j'avais rien à faire. Soit il attendait d'être appelé par sa patiente, par exemple une personne âgée qui se plaignait d'avoir des maux de dos, elle l'appelait, dans ces cas-là il courait et il se disait c'est le moment de la tuer. En tout cas, il profitait de ces rendez-vous pour leur injecter toujours la même substance, une dose massive de diamorphine. La diamorphine, c'est un puissant dérivé de la morphine. Une fois injecté en masse dans le corps de sa patiente, Harold Shipman il s'installait à côté de la personne pour la voir tranquillement convulser et mourir. C'est horrible de dire ça, mais peut-être que quand Harold Shipman il s'asseyait à côté de la personne âgée, peut-être que ça lui rappelait sa mère. Parce que quand sa mère elle avait le cancer des poumons, à l'époque dans les années 60-70, le seul moyen de traiter le cancer des poumons, c'était qu'un médecin vienne à domicile et lui injecte une puissante dose de diamorphine. Et donc peut-être qu'Harold Shipman il voyait sa mère à ce moment-là, qui avait du mal, qui avait mal partout à cause du cancer. Une fois qu'elle recevait cette dose de morphine, elle était calme et elle était tranquille. Peut-être que je me suis dit c'est par rapport à cette histoire-là. En tout cas, lui, il tuait ses patientes et il les regardait tranquillement mourir. Sinon, il y a des moments où Harold Shipman, il changeait son mode opératoire.
Il allait chez la personne âgée, il injectait toujours une puissante dose de morphine et lui, il retournait à son cabinet en attendant d'être appelé par les gendarmes pour venir constater le décès. Là, vous vous demandez pourquoi c'est aussi simple que ça, parce que le mode opératoire d'Harold Shipman, il était extrêmement bien ficelé. Il utilisait toujours les mêmes étapes et il y avait une faille dans le système qui lui permettait d'agir impunément. Première étape, c'était de bien choisir sa cible. Une personne âgée, une femme de préférence, seule ou avec une famille très éloignée qui prendrait du temps à arriver lorsqu'on la préviendrait du décès. La deuxième étape, c'était de rédiger un faux certificat de décès avec une raison sur la mort bidon, embolie pulmonaire, crise cardiaque, etc. Et avec ce faux certificat de décès, il expliquait logiquement aux policiers que le décès, il était d'origine naturelle pour éviter l'autopsie. Par exemple, si la personne, elle mourait d'une crise cardiaque, il disait aux policiers, vous savez, je suis son médecin traitant, je venais souvent la voir, elle avait un cœur qui était très faible, ça m'étonne pas qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Qui va remettre en cause la parole d'un médecin? Même un policier ne peut pas remettre en cause la parole d'un médecin. Et la troisième étape qui est la plus morbide, c'est qu'il attendait que les familles arrivent pour discuter avec elles et pour les consoler, et il était extrêmement pro. Il se présentait aux familles qui venaient de perdre un proche qu'il venait de tuer en disant « Écoutez, voilà, je suis le médecin de votre mère. Elle avait, vous savez, elle souffrait beaucoup, hein, elle avait des problèmes de cœur, vous savez. Donc, elle est partie sans souffrance, vous inquiétez pas. En tout cas, elle me parlait souvent de vous. » C'était un véritable monstre parce qu'il venait de tuer cette personne-là. Et il rentrait dans un jeu, peut-être qu'il prenait plaisir à ça. Qui sait? Pour vous donner un exemple concret, il a tué Kathleen Wagstaff, une femme de 81 ans qui est morte juste après une visite d'Harold Shipman d'une embolie pulmonaire. Lorsque cette femme de 81 ans, elle décède, qui rédige le décès? Dr Shipman. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'autopsie et quelques jours plus tard, Dr Shipman il a tellement confiance en lui qu'il reproduit le même schéma sur une femme de 73 ans dans le même village qui s'appelle Winifred Maylor. Même produit, même méthode. Encore une fois, Shipman, c'est le dernier à avoir vu sa patiente vivante et le premier à signer le papier de décès. Et ça continue encore et encore. Harold Shipman, il avait cette posture de médecin où tout le monde le croyait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne cachait même pas les décès. Il en parlait à tout le monde. Je suis tellement dégoûté que cette femme de 73 ans qui était ma patiente préférée, elle soit morte. J'ai tout fait pour la sauver, etc. Je suis vraiment déçu, elle me manque. Il en parlait. Il jouait avec ça. Donc les gens n'y voyaient que du feu. Pourquoi il se permettait de faire ça? Parce qu'il savait qu'il avait la main sur le système. C'est lui le médecin, c'est lui qui fait les papiers. Il est intouchable et pendant ce temps-là, les cadavres s'accumulent. Ce qui rend cette histoire aussi dingue, c'est que Shipman, il tuait pas pour l'argent. Il n'y avait pas de cambriolage, il n'y avait pas d'héritage, il n'y avait pas de mobile classique. On ne sait pas pourquoi il tuait en vérité. Peut-être qu'il recevait quelque chose de supérieur au matériel, peut-être qu'il recevait une sorte d'excitation à tuer, à contrôler de la vie de sa victime, à décider de qui va vivre. Peut-être qu'il se sentait juste intouchable et qu'il est rentré dans une sorte de jeu morbide. En tout cas, à chaque fois, il s'en sortait sans encombre. Et ça renforçait certainement son sentiment d'invincibilité. Ça lui donnait envie de tuer encore et encore. Harold Shipman, il devient de plus en plus confiant, de plus en plus audacieux. Il commence même à falsifier les documents. Par exemple, il va modifier les dossiers médicaux de ses victimes pour qu'ils correspondent à ces fausses causes de décès. Tout est propre, tout est lisse, tout est cohérent et ça marche. Et cette confiance-là, justement, va finir par le trahir parce qu'à force de jouer avec la mort, aller de plus en plus loin à chaque meurtre, il finit par faire une erreur, mais une toute petite erreur qui sera suffisante pour faire tout basculer. En 1998, Harold Shipman y tue une femme qui s'appelle Kathleen Grundy. Kathleen Grundy, elle était très connue et respectée dans sa ville parce que c'était l'ancienne maire. Il y a 80 ans, elle était encore très active dans sa communauté. Harold Shipman, il lui rend visite, elle meurt juste après. La fille de Kathleen Grundy, qui s'appelle Angela, elle arrive, elle est accueillie par le docteur la rassure, etc. Et Angela, à ce moment-là, elle est hyper triste d'avoir perdu sa mère et elle n'y voit que du feu. Et qui pourrait croire que le médecin qui vous rassure sur la mort de votre mère est aussi celui qui vient de la tuer? Impossible à croire. Mais c'est au moment de l'héritage qu'il se passe quelque chose de bizarre. Angela, qui est la fille donc de Kathleen, la dame qui vient de mourir, elle apprend que sa mère, avant de mourir, elle a rédigé un testament où elle donne toute sa fortune
au docteur. Quelle erreur du docteur Shipman. L'argent, c'est sacré aujourd'hui. Surtout l'héritage. Combien de familles ont été décimées pour un héritage pourri? Angela, qui vient de perdre sa mère, elle est avocate. Elle est très organisée, elle est très logique, elle connaît sa mère par cœur. Elle sait que sa mère était en pleine forme et surtout, elle sait que sa mère avait un testament clair et net depuis des années qui n'avait pas bougé et que c'était elle qui devait toucher l'héritage. En plus, quand Angela elle reçoit une version du testament où c'est le docteur qui doit tout recevoir, elle comprend que c'est pas sa mère qui a rédigé le testament. Le testament, il est bourré de fautes d'orthographe, il est mal rédigé, à la va-vite, la tournure des phrases, elle est bizarre. Je vous rappelle que sa mère, c'était l'ancienne mère du village, donc elle savait un minimum faire des discours, écrire, etc. Donc pour Angela, quand elle voit le testament, elle se dit c'est impossible que ce nouveau testament, ça soit ma mère qui l'ait écrit. Elle contacte la police, oui, l'héritage ça va très loin, une autopsie est ordonnée, le corps de Kathleen Grandi il est exhumé et les résultats sont sans appel. Sa mère elle n'est pas morte comme c'est stipulé dans l'acte de décès, elle est morte d'une surdose de diamorphine. Le même produit utilisé par Harold Shipman dans presque tous ces cas précédents. Les policiers y voient alors que entre la cause réelle du décès et le certificat de décès, il y a une grande différence. Donc ils commencent à fouiller dans le passé du docteur et ils obtiennent un mandat pour perquisitionner son cabinet. Et ce qu'ils vont trouver est accablant. D'abord ils découvrent la machine à écrire qui a servi à rédiger le faux testament. Mais aussi les policiers ils remarquent que plusieurs dossiers médicaux ils ont été modifiés juste après la date de décès des patients du docteur Harold Shipman. Les modifications c'était pour ajouter des symptômes qui n'existaient même pas. Puis il y a les certificats de décès, Harold Shipman il en a rempli des centaines. Parfois sans jamais consulter un autre collègue, toujours tout seul. Harold Shipman à lui seul, il a signé plus de 500 certificats de décès. Compte en moyenne 70 à 100 chez ses confrères. 5 fois plus. Ça commence à faire beaucoup. Mais il y a pire. En recoupant les noms, la police se rend compte que beaucoup de ces patientes sont mortes juste après une visite à domicile du docteur, dans les mêmes conditions. Et à chaque fois, il était le seul présent. C'est là que débute une opération de police qui va s'appeler le Group Practice. Une enquête d'envergure lancée pour reconstituer la liste complète des victimes. Plus d'une centaine de corps sont exhumés. On les enlève de terre, on fait des analyses toxologiques dessus et à chaque fois c'est toujours la même chose. Dans la majorité des cas, on retrouve le même poison, la diamorphine. Les enquêteurs aussi, quand ils regardent la liste des commandes du docteur, ils se rendent compte des énormes quantités commandées de diamorphine, plus que nécessaire pour un simple médecin généraliste. C'est pas un chirurgien et c'est pas normal qu'ils prennent autant de diamorphine. Donc les policiers vont interroger les pharmaciens du coin. Certains avouent avoir trouvé ça louche. Oui, c'est vrai que le docteur il commandait un peu trop de diamorphine. Mais ils n'ont jamais osé poser de questions parce que c'était un docteur. On ne remet pas en doute la parole d'un docteur. Même aujourd'hui, la majorité des gens n'osent pas remettre en doute ou remettre en question la parole de leur médecin. Surtout quand c'est un médecin sérieux, aussi aimé qu'Harold Shipman. Pendant ce temps, Shipman, lui, il nie tout. Il continue à affirmer que tout ça, c'est une erreur, que les patientes étaient malades, que c'est pas de sa faute, c'est un malentendu. Mais petit à petit, l'étau, il se resserre. Et cette fois-ci, plus personne ne le croit. Angela, pour un simple testament, elle vient de briser Harold Shipman. Et heureusement d'ailleurs, lui qui pensait avoir le contrôle absolu, il aurait continué à tuer indéfiniment. Et maintenant, il va devoir rendre des comptes. L'arrestation d'Harold Shipman, c'est pas juste un fait divers, c'est un séisme. Une onde de choc dans tout le pays. Imagine, pendant des années, il y a un médecin, pendant plus de 20 ans d'ailleurs, il y a un médecin qui a tué ses patients en toute impunité. Quand il est officiellement inculpé, on est en septembre 1998. Il est accusé de 15 meurtres à ce moment-là. Mais tout le monde sait que c'est juste la surface. L'iceberg, il est bien plus profond. Le procès, il s'ouvre en octobre 1999 à Preston Crown Court, vous m'excuserez pour mon accent, et dès les premiers jours, c'est un défilé d'horreur. Le public y découvre avec horreur l'enquête, d'abord le chiffre des morts. Au début, l'enquête, on dit 15, ensuite ça monte à au moins 215 personnes. Et il y a beaucoup d'enquêteurs qui vont dire non, il en a tué beaucoup plus. Il en a peut-être au moins tué 300. Personne ne sait vraiment parce que la justice n'a pas trop envie d'exhumer tous les corps des personnes à qui il a signé un certificat de décès. Il y en a beaucoup trop sur 20 ans, il y a trop de dossiers, ça coûte trop cher, il y a trop de corps qui ne seront jamais examinés. Puis il y a des preuves techniques, il y a les faux dossiers médicaux, il y a les modifications de dernière minute, les incohérences dans les causes de décès, les lots de diamorphine stockés sans raison, les signatures douteuses sur des documents et le faux testament de Kathleen Grandi. Tout ça, déjà pour la justice, c'est assez pour faire en sorte de boucler ce tueur en série. Pendant que les familles des victimes témoignent, elles sont à la barre, elles pleurent, elles s'écroulent,
Harold Shipman, il reste de marbre. Il a aucune émotion, il a aucun remords. C'est pas un homme qui va se mettre à pleurer, pas un mot. Il s'en fout totalement. Il ne pleure pas, il s'énerve pas, il regarde tranquillement. Parfois, il a un petit stylo et il va écrire 2 ou 3 trucs, mais il dit rien du tout. C'est comme s'il était détaché de tout ça. C'est comme s'il était même pas concerné, c'est comme si c'était un spectateur. C'est lui le coupable. Normalement, il devrait dire c'est pas vrai, etc. Il y a des personnes qui vont dire que c'est une stratégie, il y en a d'autres qui vont dire que c'est sa réelle nature, sa nature profonde, froid, contrôlé, manipulateur, jusqu'au bout. Pour les familles des victimes, en tout cas, ce silence, il est insupportable. Parce que quand on lui pose des questions, etc., c'est pas moi. Il répond même pas, il s'en fout. Et il y a des gens qui ne comprennent pas comment un homme il peut rester aussi calme alors qu'on lui reproche des centaines de meurtres. Comment peut-il regarder les gens dans les yeux comme ça, sans rien dire, sans s'excuser? Pour eux, c'est une vraie violence. Il n'y a pas seulement les faits, il y a aussi son comportement, son absence totale d'humanité. Et ce qui choque encore plus, c'est le profil des victimes. Il n'a pas tué des inconnus dans des ruelles sombres, il n'a pas tué des personnes qui marchaient qu'il ne connaissait pas. Il a tué des grands-mères, il a tué des femmes âgées, souriantes, adorables, qui lui faisaient confiance, qui lui ouvraient la porte, qui lui faisaient un thé. Ce médecin, il les a trahis jour après jour. En plus, il savait, il connaissait leur état de santé, etc. C'est horrible. On peut excuser certains tueurs en série. Il y a des tueurs en série, on se dit bon, ils sont totalement fous, ils sortent d'un asile, ils vont poignarder 2 ou 3 personnes, mais on peut pas excuser quelqu'un qui est reçu chez une personne âgée, qui le reçoit avec le sourire, qui se confie à lui, qui le voit comme un ami. C'est une trahison totale, c'est impardonnable. Les experts psychiatres, ils vont tenter de comprendre pourquoi cet homme il a tué, mais Harold Shipman, il va refuser. Il va pas coopérer, il va pas parler de son passé, il va refuser les entretiens, les évaluations. Il va rester dans sa bulle et il va continuer à être déconnecté de la réalité. Après plusieurs semaines, le verdict tombe. Harold Shipman, il est reconnu coupable de 15 meurtres pour lequel il est jugé. Ils ont mis 15 officiellement, mais il a pris beaucoup plus parce que la justice, elle le condamne à 15 peines de prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Il est enfermé dans la prison de Wakefield, c'est une vraie forteresse pour les pires criminels du pays. Et même après sa condamnation, l'affaire, elle ne s'arrête pas là. Il y a le gouvernement qui lance une véritable enquête nationale qui va s'appeler la Shipman Inquiry pour comprendre comment un médecin il a pu tuer autant de gens sans alerter personne. Et le rapport final, il fera plus de 5000 pages, autant dire qu'ils ont beaucoup bossé, et il va changer à tout jamais le système de santé britannique. On renforce la réglementation sur les médicaments, on crée une base de données centralisée des décès, on surveille de près les certificats médicaux de décès, et on comprend quelque chose d'extraordinaire, le pouvoir doit être toujours surveillé, même quand il porte une blouse blanche.